Alors, on va pouvoir commencer. Donc, on remercie, comme chaque année, les sponsors d'Agile en scène. J'ai fait mon premier Agile en scène pour ma part l'année dernière pour présenter un accompagnement qui avait été fait chez Leroy Merlin. Et cette année, on va vous parler avec Pierre du Kanban. Donc, pour ma part, je suis coach Lean et Agile. Je suis un ancien d'Opéra et Partners. Donc, Pierre est un ancien collègue avec qui on a de très très bons contacts. Et j'ai été embauché très récemment chez ADO Service pour participer à la transformation des pratiques digitales et justement accentuer tout ce qui est pratique agile et Lean. J'en dis pas plus parce que l'important, c'est de se concentrer sur le Kanban. Et si vous voulez plus de détails sur mon profil, il y a le lien LinkedIn, pardon. Donc, n'hésitez pas et vous pouvez nous contacter s'il y a besoin. Pierre, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci, un grand merci d'assister à cet atelier. Donc, moi, je m'appelle Pierre Janez. Je travaille chez Opéra et Partners depuis une dizaine d'années avec un background d'une vingtaine d'années en IT et 10 ans passés chez Nokia en tant que responsable de l'équipe de développement. Et de là, j'ai commencé à travailler beaucoup avec les méthodes agiles, puis après avec le Lean depuis une dizaine d'années. Et donc, on est très heureux maintenant avec Jean-Philippe de vous parler du Kanban et de ce que ça peut apporter à une équipe de dev. Donc, le Kanban. Alors, le Kanban, ça veut dire quoi? En fait, en japonais, c'est un signal. Par Kanban, donc il y a plusieurs sens. C'est la carte, la fiche cartonnée, c'est-à-dire le post-it. Si on utilise des tableaux visuels avec des post-it, ça représente le post-it qui va se déplacer dans le Kanban. Par Kanban, ça veut dire aussi tableau visuel contenant les cartes. Donc, il va falloir faire attention à de quoi on parle. Et le Kanban, en fait, c'est une monnaie d'échange. On échange une carte Kanban pour faire du travail. Et en fait, on va le voir dans les différents modules de cet atelier, que finalement, ça va nous permettre d'aller à ce qu'on appelle vers le flux pièce à pièce pour travailler en flux tiré. Donc le Kanban, ça a été inventé par Taishi Ohno de Toyota dans les années 50. Taishi Ohno est le père fondateur du Toyota Production System, qui fonctionne depuis 70 ans et qui s'améliore d'année en année. Donc le Kanban dont on va vous parler aujourd'hui, c'est le Kanban qui s'appuie sur les pratiques du Toyota Production System de Toyota. Donc. Alors, un Kanban, pourquoi faire? C'est un système visuel qui permet de tirer le flux par la demande du client. On est vraiment dans l'opposition du push flow ou ce qu'on appelait la production de masse, ou dans certaines entreprises encore aujourd'hui, mais dans les années 50, 60, 70, même 80, beaucoup de sociétés produisent en masse des produits qui finissent dans de énormes hangars en stock et qui ne sont pas vendus et qui attendent d'être vendus. Et en fait, pour Toyota, c'est un vrai gaspillage. Il faut se rappeler que Toyota, quand ils ont commencé à fabriquer des voitures, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'était difficile pour eux d'accéder aux matières premières, ça coûtait cher. Et donc, leur idée, c'était de réduire les gaspillages. Donc, c'est un système visuel pour tirer le flux par la demande client. C'est un système visuel qui permet aussi, du coup, de rendre visibles les problèmes de production. L'intérêt du management visuel, que ce soit Kanban ou autre chez Toyota, c'est vraiment de rendre visibles les problèmes. On est sur une culture du problème pour pouvoir les résoudre. Et en résolvant les problèmes les uns après les autres, ça permet de développer l'apprentissage des collaborateurs. En fait, en ligne, et nous, on le pratique beaucoup dans les équipes agiles aussi, on fait ce qu'on appelle des PDCA, de la résolution de problèmes, et qui permettent à chaque collaborateur de grandir et d'apprendre sur ce qu'il est en train de faire. Enfin, le Kanban, en fait, c'est une suite d'étapes qui matérialise un processus. Donc un processus, je pense que vous connaissez tous, mais ça peut être bien de le rappeler, c'est une suite d'étapes qui transforme un élément d'entrée en élément de sortie. Alors qu'est-ce que ça veut dire transformer? Ça veut dire qu'il apporte de la valeur.
Donc, ce qu'on cherche dans l'agilité, c'est à maximiser cette valeur. Donc, à supprimer tous les gaspillages et irritants. Et donc, le Kanban va nous aider à faire ça. Donc là, on voit un flux, vous avez un utilisateur à gauche qui fait une demande. Et on voit qu'en fait, on aura notre petite carte Kanban qui va traverser ces étapes, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, 5, jusqu'à 7, jusqu'à ce que ça soit mis en production. Donc, un tableau Kanban, c'est la matérialisation d'un flux de valeur tiré par la demande client. Et une carte Kanban qui va traverser ce tableau Kanban, c'est une fonctionnalité qui va prendre de la valeur en traversant les différentes étapes. Juste un point, pour les ateliers d'après, je vous conseille de prendre des notes parce que ce que dit Jean-Philippe est très important parce que tout ce que vous allez faire ensuite est basé là-dessus. Donc, rappelez-vous de ce que Jean-Philippe vient de dire, parce que quand on va travailler ensemble après, tout ce qui a été dit jusque-là est vraiment fondamental pour la suite. Au pire, s'il y a besoin, on reviendra dessus. Alors, un petit contexte au WinnerHabit, rapidement. En fait, on a pris ce prétexte d'entreprise qui fait des prises de paris en ligne sur des courses de lapins pour parler de Kanban. C'est une entreprise qui va mal. Alors, elle va mal, pourquoi? Parce qu'elle a des problèmes de qualité. Donc, du coup, elle a des problèmes de prod. C'est-à-dire qu'il y a des incidents en production, ça coûte cher. La charge de prod qui augmente au fil du temps. Et du coup, au plus on a une charge de prod, au moins on a la capacité à créer de la valeur pour les utilisateurs. Donc, les utilisateurs, au bout d'un moment, s'en vont. Les clients s'en vont et passent à la concurrence. Donc, pour tenter de sauver WinnerHabit, donc on va développer, il y a des équipes qui vont travailler sur du build pour développer une nouvelle fonctionnalité qui est attendue par les utilisateurs. Il faut savoir que les concurrents de WinnerHabit ont développé cette fonctionnalité depuis un certain temps, c'est de pouvoir changer sa prise de pari pendant les courses. A priori, il paraît que ça se fait sur les courses de lapins. Et il faut arriver à réduire le stock d'incidents. Et surtout, donc, quand on dit réduire le stock d'incidents, c'est réduire leurs apparitions, c'est-à-dire résoudre les incidents, donc supprimer les causes racines avec une résolution de problème. Donc, on ne va pas parler de résolution de problème dans cet atelier-là, mais l'idée, c'est que du coup, les tables vont prendre soit une activité de build, soit une activité de run. Et donc, on va voir comment le Kanban, comment construire un bon Kanban sur les bases du Toyota Production System pour permettre à cette entreprise WinnerHabit de reconquérir des parts de marché. Alors, comment on va fonctionner dans cet atelier? Comme je le disais précédemment, chaque table choisit si elle veut faire du build ou elle veut faire du run. L'idée, de toute façon, qu'on soit en build ou en run, le fonctionnement global du Kanban restera le même. En termes d'exercices, on a 7 exercices qui se partagent entre questions et pratiques. Donc, les questions, ce qu'on vous demandera, c'est d'avoir une réponse par table que vous pourrez mettre dans le général chat en précisant, par exemple, table 1, 2 points, et vous mettrez votre réponse. Et quand on sera sur des exercices pratiques, chaque table utilisera le widget Kanban dans le tableau blanc, dans le whiteboard. Et à la fin de chaque exercice, on demandera à une ou deux tables de présenter leurs résultats. Et Pierre ou moi, on vous présentera un résultat de ce qu'on a l'habitude de mettre en pratique dans nos accompagnements avec les équipes. Voilà, donc le premier atelier consiste à répondre à une question simple. Est-ce que ce management visuel là, qui vous est présenté avec 3 colonnes, le to do, in progress et done, qui sont en fait un management visuel qu'on retrouve de manière assez fréquente sur des projets dits agiles ou en mode Scrum. Est-ce que ça, c'est un Kanban? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Donc, vous avez 1 minute par table pour vous concerter sur le sujet. J'arrête la présentation et je lance le chronomètre.
pourrait se dire que c'est un Kanban parce qu'il y a des colonnes. Non, je suis pas. En fait, si on regarde en fait un Kanban du point de vue Lean, un Kanban du point de vue Lean, on doit voir un processus. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment avoir en tête que le Kanban, les outils du Lean et notamment le Kanban ont un seul et unique objectif, c'est révéler en fait des problèmes dans la production. Or ici, quand une US ou une tâche traverse cette suite d'étapes, to do, in progress, done, to do c'est quoi? Si c'est des tâches, je peux faire du dev, je peux faire de l'analyse, je peux faire de l'intégration, je peux faire un peu n'importe quoi dans le to do, et dans le progress pareil, et dans le done pareil. Et donc, je ne sais pas dire à un instant T sur quel type de travail j'ai des problèmes. Donc, c'est extrêmement confus à analyser. Donc, c'est pas ce qu'on va appeler, nous, un Kanban. Attends, Pierre, juste pour insister sur ce que tu viens de dire, parce que c'est une des difficultés qu'on a avec des équipes qui pratiquent l'agile depuis un certain temps et qui pratiquent des to-do with done. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans ce qu'on parle d'un tableau Kanban, c'est la matérialisation d'un flux de valeur tiré par la demande du client. Le flux de valeur, c'est les étapes. C'est étape 1, recueillir le besoin du client. Étape 2, analyser le besoin du client. Et ainsi de suite. Quand on a un WIP, une colonne qui s'appelle WIP, c'est-à-dire Work in Progress, on n'a pas d'étape. On a juste, en fait, c'est comme un gestionnaire de tâches où on envoie toutes typologies de tâches dedans. Le Kanban, là, on a notre processus et avec ses étapes. Et c'est vraiment important en termes de Kanban de pas se tromper là-dessus. Et c'est une des problématiques aujourd'hui, c'est que le Kanban est galvaudé en un tableau to do with done et qui en fait ne permet pas d'apprendre. Là, avec un Kanban qui matérialise physiquement le processus et ses étapes, on va pouvoir apprendre des choses. Donc on va du coup repasser à l'exercice 2, l'atelier 2, donc pour lequel vous aurez plus de temps pour travailler dessus. Donc vous avez compris qu'un tableau to do with done n'est pas un Kanban, surtout parce qu'on ne voit pas le processus de création de valeur, c'est-à-dire les étapes du processus qui permettent la création de valeur. Donc maintenant, l'exercice, vous allez vous retrouver à chaque table. Au niveau de chaque table, vous allez pouvoir activer votre whiteboard et le widget Kanban qui va vous créer par défaut, et c'est une erreur pour Pierre et pour moi, hein, c'est comme ça que viennent les erreurs, va vous créer par défaut un Kanban entre guillemets avec 3 colonnes. Et l'idée pour chaque table, c'est de créer du coup un Kanban qui matérialise les étapes d'un processus, soit de développement, soit de traitement des incidents. Alors ne cherchez pas à faire 10 ou 15 colonnes, c'est pas l'idée, mais ça peut être, si je prends un exemple hein, pour du dev, ça peut être spec, dev, test, voilà, vous choisissez ce que vous voulez, mais pas la peine de mettre 10 colonnes. Il faut rester à un niveau suffisamment élevé parce que ça sert à rien de démultiplier le nombre d'étapes. À tout de suite. Et on se donne 5 minutes. On voit bien que sur cette table-là qui a travaillé sur les activités de run, on voit bien un backlog d'incidents, bon, untitled. On a une analyse, on a une correction, on a une étape de livraison et on a une étape de test de validation. Donc là, on voit bien qu'on commence à voir le processus. Si j'en prends une autre, donc la table 3, on voit que, alors là, on est sur du dev, on a une analyse des besoins en première étape, une analyse des specs en deuxième étape, du développement, du test et de la mise en prod. Donc là aussi, on commence à voir le processus
Et là, vous voyez bien la différence entre un WIP qui globalise tout et n'importe quoi et des colonnes du processus. Ok, super, c'est bien. Alors, je vais présenter juste ce que nous, on avait prévu de présenter sur cette partie-là. Et donc, voilà, globalement, pour ceux qui ont fait la partie dev, effectivement, on retrouve analyse, développement, test, intégration et mise en production avec éventuellement un WIP qu'on peut mettre en dessous. C'est pas forcément obligatoire. Très bien. On passe à l'exercice suivant. Pierre, s'il te plaît. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce qui est intéressant de voir, c'est qui fait quoi. Et donc, l'exercice suivant, c'est que je vous demande de faire, c'est de modifier en fait votre Kanban pour rajouter une façon de représenter l'activité de chacun, pour savoir un petit peu qui est en train de faire quoi. Encore une fois, pensez à ce qu'on cherche à faire avec le Kanban, c'est à livrer exactement ce que souhaite le client, mais identifier en fait les difficultés que chacun peut rencontrer en fait dans son travail quotidien. Donc voilà, c'est ça l'esprit du Kanban, hein, c'est d'identifier, c'est d'aider les gens à réussir leur journée. Donc du coup, on a besoin de savoir qui fait quoi. Et on se laisse aller 5 minutes et s'il faut, on rajoutera un petit peu de temps. À tout de suite. Alors, Pierre, donc on a table 2, table 8, table 1. Allez, je te laisse choisir ce que tu veux pour présenter. Donc, c'est le bord de table 1. Donc, alors ça, c'est intéressant. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, cette manière de présenter les choses permet, en fait, de voir de manière très rapide qui fait quoi. C'est-à-dire que, en fait, si on regarde là sur la première ligne, on a Abir qui a 3. Alors, c'est du build, hein, du run, pardon. Et il a 3 incidents en cours. Donc ça peut nous apporter beaucoup d'informations. Est-ce que c'est normal d'avoir 3 incidents à travailler en même temps? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on n'a pas un problème sur l'un des 2 incidents? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en attente, par exemple? Ou est-ce qu'il y a des soucis qui nous empêchent d'avancer sur l'un ou l'autre incident? On voit que Pierre, lui, il fait rien. Alors peut-être qu'il est en vacances, où il sait pas, il peut pas prendre un incident qui se trouve dans le backlog sur la gauche là. Donc ça c'est très très intéressant d'avoir cette manière de présenter en fait l'activité en fait de l'équipe, parce que déjà ça nous donne beaucoup d'enseignements sur la manière dont travaille sur la manière dont travaille l'équipe et à quoi elle est confrontée. Déjà un premier niveau d'enseignement. Si on regarde notre, on va regarder celui-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici? Collection des besoins. Donc ça, c'est donc du build, si je ne me trompe pas. En revanche, là, je ne vois pas qui fait quoi en fait. J'ai du mal à voir. Donc, on a le métier 1, métier 2, métier 3, mais on ne sait pas qui, en fait, travaille sur quoi. Ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, ça, il manque de l'information ici. Ouais, Pierre, le métier 1, il est en collecte des besoins, en fait. Pardon? Le métier 1 est en collecte des besoins. Oui, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir des personnes. Oui, d'accord. Ici, voilà. Donc, ici, c'est une autre manière de faire, intéressante aussi, donc avec des couleurs, et puis les initiales, en fait, des collaborateurs qui travaillent sur certaines parties de l'application.
C'est une façon de faire. Je trouve que ça nécessite, quand on regarde ce type de management visuel, un effort intellectuel ou un effort supérieur pour essayer de voir s'il n'y a pas de surcharge sur les personnes. Parce que d'un seul coup d'œil, c'est difficile de voir si, par exemple, M a une seule ou plusieurs stories en cours. Et quelquefois, c'est souvent le cas d'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont commencées et pas finies, et en cours, et donc du coup, ça montre un problème en fait de variabilité en fait dans le processus, et c'est difficile de le voir quand en fait on a cette manière de taguer en fait les US. Bon, ça c'est une réflexion tout à fait personnelle. Hein. Si ça convient à l'équipe, il n'y a aucun problème pour faire ça. Moi, de mon point de vue, j'ai du mal à voir les choses quand c'est tagué comme ça. Parce qu'il faut que je compte dans toutes les étapes s'il n'y a pas pour chaque personne plusieurs fois le même nom. Alors que quand c'est en ligne, c'est plus immédiat. Mais bon, ceci étant, c'est bien aussi. Non, attends, je vais partager, Mais, Pierre, un exemple de résultat que nous, exact. et donc beaucoup vont se retrouver. Hein, effectivement, c'est comme tu l'as dit, Pierre, hein, c'est en fait de mettre en ligne. Alors, j'expliquais une table tout à l'heure pourquoi. Tu l'as bien dit, c'est qu'effectivement, et moi je suis pareil. De toute façon, et le cerveau fonctionne. Si on n'a pas ce système de ligne, on risque d'avoir des post-it qui vont être un peu partout. Et pour savoir s'il y a un potentiel de suractivité ou quoi que ce soit, et en fait, le cerveau va devoir compter. Alors que là, il fonctionne plutôt en mode image et il comprend assez rapidement ce qui se passe. Donc du coup, on va pouvoir passer à l'exercice suivant, qui est très lié à celui qu'on vient de faire. Bah, ce qu'on voudrait voir, alors il y en a qui l'ont déjà fait, mais d'autres non, c'est de rendre visibles les surcharges sur les tableaux Kanban. Alors les surcharges, j'aurais dû écrire les potentielles surcharges, parce qu'effectivement, on peut avoir des cas où on a plusieurs post-it sur une personne, et c'est pas forcément une vraie surcharge, mais ce qu'on cherche à voir, c'est les potentiels problèmes. Donc l'idée, voilà, c'est de matérialiser ces potentielles surcharges sur votre Kanban que vous avez commencé. On se laisse 3 minutes. À tout de suite. Alors, ça c'est intéressant. La table 9. Donc on voit effectivement très naturellement que sur test de vérification, ben, on a plein de tâches. Le cerveau ne sait pas faire du multitâche. Contrairement à ce qu'on a pu nous faire croire pendant des dizaines d'années, le cerveau est incapable de faire du multitâche. Et il est obligé de switcher il y a une perte de temps quand il switch. Et donc là, on voit très bien, effectivement, c'est très, très visuel. Et du coup, on le voit aussi bien sur les colonnes que sur la ligne. Donc, si effectivement toutes les tâches sont actives, ça veut dire qu'on papillonne beaucoup sur différents sujets, mais qu'on a du mal à avancer. Un des principes qu'on trouve aussi dans l'agile, c'est de savoir terminer ce qu'on fait avant de démarrer de nouvelles choses. Et le comment, c'est bien l'idée, c'est de faire passer le plus rapidement possible un ticket qui est dans la partie gauche backlog jusqu'à la partie droite quand il est traité. Je vais prendre un autre exemple. Allez, je vais prendre là. C'est quoi ça? C'est la table 4. Alors, la table 4. Donc là, on est resté sur sur le système de post-it de couleurs avec les identifiants des personnes. Et on a mis, si je vois bien, 2 feux rouges sur BJ et sur ML. Alors effectivement, on voit que ils ont tous les deux, leur BJ est sur 3 sujets différents et ML sur 2 sujets. Et on a un feu rouge qui, j'imagine, veut dire qu'on est en surcharge sur cette suractivité, sur l'US4 pour ML
et BJ sur son activité où il y a marqué le feu rouge. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une autre façon de faire. Elle n'est pas forcément fausse. C'est pas celle qu'on préfère, mais elle est pas fausse. Si vous, elle vous convient, tant mieux. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même une tâche en cours à un moment donné. Raphaël dit que pour le feu rouge, c'était plutôt bloqué sur la tâche. Ah, c'est pas pareil. C'est pas forcément de la surcharge ou de la suractivité, c'est qu'on est bloqué sur la tâche. C'est encore autre chose. Et je vais partager un exemple qu'on a. Donc du coup, les surcharges, c'est bien ce qu'on a présenté au début. Donc on voit par exemple que Justine, elle a trois activités en cours sur l'analyse. Jean-Philippe, j'en ai 3 sur le développement et une sur l'intégration. Et Pierre, il en a 4. Une dans le développement, une dans le test, une intégration, MEP. Je suis full stack. Ouais, t'es full stack. Mais qu'est-ce qui avance? C'est quoi? Voilà. Pourquoi on en a autant? Donc ça interpelle et il faut se poser des questions. Et du coup, apprendre à ne pas démarrer plein de tâches, mais surtout apprendre à terminer celles qui sont en cours. Oui, le WIP permettait de voir la surcharge, effectivement. Le WIP par colonne. Mais attention avec le WIP, parce que souvent dans la méthode Kanban qui est sortie, là, en fait, on explique que pour chaque colonne, il faut définir un WIP. Mais là, ça veut dire que c'est l'équipe qui définit son WIP et c'est plus le client qui définit ce qu'il veut. Donc, il faut faire très attention à ça. Ce n'est pas à l'équipe de dire ce qu'elle va faire, c'est à l'équipe de s'adapter à la demande client. Et encore une fois, ça révèle un autre problème, c'est que s'il y a la demande du client, elle est supérieure à la capacité de l'équipe, on a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rajouter du monde dans l'équipe pour pouvoir répondre à la demande du client, ou est-ce qu'il faut travailler différemment pour être plus productif, pour pouvoir répondre à la demande du client? Et donc, ce Kanban qu'on met en avant, c'est vraiment un Kanban qui est orienté sur la demande du client. C'est le client qui définit ce qu'on doit faire. Et ensuite, on voit si l'équipe est capable de le faire ou pas. Mais on ne va pas brider en fait directement le Kanban en disant voilà, il n'y a que 3, avec une espèce de limite, de WIP limite pour chaque activité. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le client qui décide ce qu'il faut faire et c'est l'usine à logiciel qui s'adapte à la demande du client. Donc, on va la faire grossir, la réduire, etc. Ou bien on va travailler sur ce qu'on appelle les gaspillages. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, pour optimiser, enfin améliorer en fait la capacité de production en fait de l'équipe. Et c'est pour ça qu'en fait on se met en flux tiré et on utilise ce système-là, c'est justement pour voir les obstacles, pour pouvoir les traiter, pour permettre à l'équipe de produire plus sans travailler plus, de travailler différemment. En fait, oui, je vais réinsister. On voit beaucoup d'équipes effectivement qui utilisent le WIP par colonne pour se limiter son encours de travail. Et du coup, on oublie complètement le besoin du client. Il ne faut pas oublier que le Kanban au sens Toyota, c'est un flux tiré par le Kanban. Et justement, on le verra dans un atelier après comment on fait. Dans un module après. Donc du coup, on peut passer à la suite. Alors là, c'est une question que vous allez pouvoir mettre dans le General Chat. Comment rendre visibles les problèmes de qualité sur le tableau Kanban? Là, pour l'instant, on vous pose la question et après, on fera l'exercice. Et juste pour être un peu plus précis, peut-être, qu'est-ce que ça veut dire un problème de qualité? En fait, c'est un problème de qualité à une étape du processus. C'est-à-dire, je suis développeur, je reçois des specs, une US. Est-ce que j'arrive à développer avec cette US? Je suis testeur, je reçois un dev, est-ce que j'arrive à tester le dev, etc., etc. Donc, en fait, c'est ces problèmes de qualité à l'intérieur ou à la sortie du processus qu'on aimerait voir pour pouvoir travailler dessus. Allez, on vous laisse répondre à cette question dans le General Chat et puis après, on en débriefe.
Eh ben, on va déjà reprendre un petit peu ce que certains ont dit. Donc, de mettre par exemple un flag rouge sur des tâches qui ont fait des allers-retours, bonne idée. Et à la fin, on a un système qui a la varicelle ou la rougeole, et donc ce qui peut permettre de voir si on, on a un système qui est de qualité ou pas. Utiliser les DOD, ce n'est pas un moyen, enfin, c'est très intéressant d'avoir le definition of done, mais ce n'est pas un moyen de voir les problèmes de qualité. C'est surtout l'aboutissement d'un travail sur les problèmes de qualité qui nous amène à une definition of done, qui va être plus ou moins, qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Et au départ, quelquefois, cette definition of done, elle n'est pas forcément suffisante. Et donc, on a encore des problèmes de qualité. On peut créer des clés en forme de symbole pour une carte géographique. En fait, tu fais un symbole, j'imagine qu'on fait un symbole pour dire qu'il y a eu un problème de qualité sur cette US. D'accord. Definition of ready, pourquoi pas, c'est pas mal, mais ça ne permet pas de voir vraiment les problèmes de qualité. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voilà, directement à une technique qui vient du Lean et de l'industrie qu'on appelle les bacs rouges. Et en fait, l'idée, c'est de rendre visibles les problèmes de qualité. Donc, en fait, comment on va faire fonctionner en fait ce système de bac rouge, c'est que je suis au poste 1, je vais donc produire quelque chose et je vais le donner au poste 2. Le poste 2 va travailler sur ce que j'ai fait et en fait, il va le donner ensuite au poste 3. Mais au poste 3, ce qui va se passer, c'est que la personne qui est en charge du travail va avoir des difficultés en fait à travailler sur ce qu'on lui a donné et en fait elle identifie un défaut qui a été amené par l'étape du poste 2. Et donc pour matérialiser en fait ce problème, en fait on va utiliser ce qu'on appelle un bac rouge et on va mettre la pièce défectueuse dans le bac rouge. Maintenant, si on fait une analogie avec notre activité de développement, par exemple, on est dans une équipe qui fait du build, je suis développeur, je reçois une US, et puis finalement, quand je regarde la partie test, je m'aperçois qu'en fait, elle est pas claire, et donc du coup, je ne sais pas vraiment ce que j'ai à tester, donc du coup, ça a un impact en fait sur mon design. Et donc, je ne suis pas très certain de ce que je suis en train de faire. Donc, pour lever cette ambiguïté, en fait, je vais remettre en fait cette US dans le bac rouge de l'étape précédente, c'est-à-dire l'étape d'analyse ou de création de l'US. Juste pour montrer en fait à la personne qui l'a créé que j'ai une difficulté, en fait, qu'il y a un problème de qualité sur cette US. Tout simplement, peut-être parce qu'il n'y a pas de test unitaire qui ont été décrits. Ça peut être un point. Et donc, en fait, l'accumulation d'informations dans le bac rouge va nous permettre ensuite de travailler sur les causes profondes en fait, des problèmes de qualité et d'identifier éventuellement des récurrences. On peut s'apercevoir que de manière assez systématique, la couverture de test dans les US, elle n'est pas correcte. Ou bien le design, ce qui est décrit dans l'US ne permet pas de développer. Ou bien quand on arrive en test, on a énormément de retours de développement. Et là, on peut commencer à creuser sur ces retours de développement pour essayer de comprendre pourquoi en fait on a toutes ces erreurs et y remédier. Donc voilà. Donc Jean-Philippe a présenté en fait comment on peut le représenter. En fait, l'idée c'est de rajouter une colonne à chaque étape, une colonne bac rouge. Donc quand je suis en développement, j'essaye de travailler, je n'y arrive pas. À ce moment-là, je vais dupliquer mon US, la mettre dans le bac rouge,
on va même aller un petit peu plus loin, c'est que on va sur cet US, on va lui rajouter, dans ce bac rouge, on va lui rajouter la cause de rejet. Et ce qui fait que quand on va aller analyser ensuite le contenu de ces bacs rouges, en fait, on va aller regarder les causes de ces rejets. On va pouvoir les trier par cause et puis attaquer la cause qui se retrouve le plus souvent en premier lieu pour améliorer en fait le système en traitant cette cause-là. Et puis, l'US, elle vit sa vie pendant ce temps-là. D'accord ? On a vu que l'US 1, c'était un problème d'analyse, donc on la renvoie en analyse pour traiter le problème, pour que en fait, l'US puisse retourner dans le flux le plus vite possible. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est que on va avoir deux temps dans la résolution de problème. On va avoir un premier temps qui est le troubleshooting, qui va consister à remettre l'US le plus vite possible. On va la corriger pour que ça rentre dans le flux. Et puis un deuxième temps qui est un petit peu plus long, c'est-à-dire l'analyse en fait du contenu des bacs rouges pour faire de la résolution de problèmes plus longue, pour traiter les problèmes de manière définitive, pour qu'en fait, on diminue en fait le contenu des bacs rouges. Juste avant de passer à l'exercice suivant, j'en profite, il y a une question qui est importante. Est-ce qu'il est correct de penser que Kanban n'est pas en tant que tel conforme aux principes agiles? Il peut être utilisé en command and control. En fait, il faut savoir que tout type de management visuel, quel qu'il soit, peut être utilisé en command and control. Le Kanban, il rentre très très bien dans les principes agiles. J'accompagne des équipes agiles et on passe en Kanban avec eux. Ce qui est super important, c'est qu'en fait, dans toutes ces pratiques, qu'elles soient agiles, lean ou autres, il faut pas le prendre comme un outil, et c'est le gros problème des entreprises, c'est qu'elles le prennent uniquement comme un outil. Il y a des postures managériales qui doivent changer derrière. Pourquoi? Parce que typiquement le Kanban, c'est un révélateur de problèmes, on affiche tous les problèmes. Si le manager est pas prêt à accepter qu'on affiche tous les problèmes, ça va mal se passer. Donc, il y a vraiment un double type de formation. Il y a la formation de l'équipe sur la technique du Kanban et la formation du manager sur accepter les problèmes et aider l'équipe à résoudre les problèmes. J'espère que ça répond à la question. Sujet suivant. Je pense qu'on va le passer, celui-ci. Je pense que vous avez compris le principe, soit avec des tags, etc. Vous êtes capable de le faire. Voilà, on va vous montrer ce qu'on a fait là, par exemple, sur 2 US. On a mis un tag. J'ai une US qui est là depuis 17 jours et une US qui est ici depuis 3 jours. On a pris le parti. Alors, certains les laissent dans les lignes de flux. Nous, on a pris le parti de les mettre dans une ligne attente. Et du coup, ça dégage en fait la visibilité sur les lignes des différentes personnes qui travaillent. En termes de lecture, c'est plus visible et ça permet de mettre en évidence les sujets. C'est notre parti pris. Vous pouvez trouver une autre façon de le faire. Il n'y a pas forcément de bonne réponse sur ce sujet-là. Alors la question, je vais y répondre parce qu'on va faire l'exercice derrière. Ou tu vas plutôt y répondre, Pierre. Quel est le principal intérêt du système Kanban? Le principal intérêt du système Kanban, en fait, c'est de révéler les problèmes. En fait, 2 types de problèmes, hein, les problèmes de qualité et les problèmes de délai. On va voir après comment on voit les problèmes de délai. Avec comme objectif d'identifier les obstacles au plus vite pour satisfaire le client. C'est-à-dire qu'en fait, on a un objectif de livraison. Hein, on a un terrain de jeu. Notre terrain de jeu, il est fourni par le client. Le client nous dit, bah voilà, je voudrais telle application. Cette application, elle a telle ou telle fonctionnalité ou telle épique qu'on va découper en US. Et il faut livrer les US à l'heure avec un niveau de qualité maximum. Or, aujourd'hui, un peu je pense que vous êtes tous habitués, on a tous fait du logiciel, on a tous tendance à livrer très rapidement des bugs. Et donc, l'idée, c'est d'arrêter ça et de comprendre pourquoi, en fait, on livre rapidement ou en retard, plutôt c'est souvent en retard, des bugs. Et ce système-là va identifier
va nous permettre d'identifier les endroits qui nous freinent, c'est-à-dire tous les problèmes de qualité, parce qu'en fait, dès qu'on a un problème de qualité, on a du rework. Pendant qu'on fait le rework, on n'est pas en train de produire de la valeur pour le client, on est en train de rattraper nos erreurs. Et à chaque fois qu'on rattrape une erreur, c'est une perte de temps. Et pas que. À chaque fois qu'on rattrape une erreur, c'est un peu de frustration, c'est du stress, puisque en fait on est en retard, le client n'est pas content, et donc du coup on se met dans des situations qui ne sont pas très agréables. Donc l'idée c'est déjà de comprendre dans un premier temps où sont les obstacles, pour ensuite, avec l'équipe, de manière collaborative, s'entendre sur le fait qu'on est devant un problème et ensuite de trouver d'autres manières de faire, d'expérimenter d'autres manières de faire pour faire en sorte que les US, petit à petit, ou les incidents, si on est dans du run, petit à petit, traversent en fait ce processus de manière de plus en plus fluide. Et donc, qu'on arrive à faire ce qu'on appelle du right first time, c'est-à-dire de livrer une US bien du premier coup, à l'heure, de telle sorte que l'on puisse enfin satisfaire son client. Donc c'est ça l'idée qui est sous-jacente au Kanban, c'est d'identifier des obstacles et développer les compétences des développeurs, des testeurs, des analystes, pour qu'ils soient plus performants et que ça se passe bien chaque jour pour eux. Voilà, c'est ça l'idée. Ok Pierre, et sur le flux tiré? Sur le flux tiré. Alors, comment ça marche? Parce qu'une fois qu'on a mis ça en place, en fait, notre client va nous faire en fait une demande. Donc, il y a deux façons de travailler. Soit je prends tout ce qu'on me demande. On va prendre le run parce que c'est assez flagrant. C'est-à-dire qu'on a livré en production une application qui, en général, produit des bugs. Donc, on reçoit des tickets de correction. Ces tickets de correction s'accumulent dans le backlog. Et puis, on va les dispatcher à différentes personnes. Et on va pousser le travail dans le processus, comme on peut le voir sur le dessin, sur la partie haute du dessin. C'est-à-dire que on a au poste 1 quelqu'un qui travaille très vite et qui déploie ou développe ou produit quelque chose et le met dans son bac de sortie. Et puis au poste 2, ça va beaucoup moins vite. Et puis finalement, on se retrouve à la sortie juste avec deux tickets qui sont produits, alors que finalement, on en voudrait une dizaine. Donc l'idée, en fait, c'est de travailler un petit peu différemment. C'est plutôt que de commencer par le début du processus, on va commencer par la fin du processus. Et on va s'aligner en fait sur la demande du client. Et qu'on va tirer en fait le processus plutôt que de le pousser. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le client va demander 10 pièces. Donc, on va commencer par la fin, on va demander au poste 4, vas-y, travaille sur une première pièce. S'il n'en a pas, ça va déclencher en fait une demande à l'étape d'avant et ainsi de suite jusqu'à remonter tout au début du processus. Quand le système est en route, on va regarder un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me mets au poste 3. Le poste 3 n'a rien à faire. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le poste 3 va regarder, en fait, dans la sortie… Pierre, je suis désolé, il nous reste juste 2 minutes. Ah, d'accord. Je vais aller plus vite. Donc, le poste 3 regarde dans la sortie de son étape. Est-ce qu'elle est vide? Oui. Donc, je prends quelque chose dans mon stock et je travaille dessus pour alimenter l'étape suivante et ainsi de suite. On va remonter dans le processus comme ça. Donc, du coup, je m'arrête là parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes. Comment vois-tu la suite? On va peut-être présenter, on va peut-être l'expliquer ce que ça donne. Explique la manière dont tu as présenté le flux tiré en prenant par exemple l'US1
et avec la colonne WIP ou ready. Donc, l'US1 en termes de flux tiré, eh bien, si je regarde au niveau de l'étape de développement, en termes de flux tiré, là, on n'est pas du tout en termes de flux tiré, puisqu'on on est en flux poussé, sauf que John, lui, n'a rien à faire. Donc, je vais pouvoir commencer à travailler, en fait, sur mon développement, en analyse, et alimenter, en fait, John, qui est disponible pour faire son développement. En revanche, ce qu'on s'aperçoit, c'est que Pierre a déjà deux US en cours. Et donc là, on a un problème, en fait, puisqu'on n'est pas en flux tiré, on est plutôt en flux poussé dans ce cas-là, puisqu'en fait, il a deux tâches en même temps. Et ça, c'est contre-indiqué, puisqu'en fait, c'est impossible de travailler sur deux US en même temps. Donc, il y a donc un problème ici qu'il faut identifier. Alors, soit c'est un problème de compétence, on lui a peut-être donné un truc qu'il ne savait pas bien faire, et donc il a besoin du support d'un de ses collègues pour faire avancer la pièce. Très bonne journée à tous. Au revoir.